Ouais. Là, c'est bon. Ok, bon, bah alors c'est parti. Ok, ok. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Si vous êtes là. J'espère que vous avez passé d'agréables vacances, que la rentrée s'annonce sous de bons auspices. C'est déjà le troisième webinaire initié par l'agence Parametrics que j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui avec mes collègues. On vous remercie de votre présence pour ceux qui sont là. Alors, après avoir introduit la notion même d'éco-conception il y a quelques mois, on a ensuite parlé du financement de la démarche. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient peut-être déjà là la dernière fois. Aujourd'hui, on a choisi de s'intéresser à un thème qui fait beaucoup parler de lui, la communication environnementale. Alors, quand je dis beaucoup parler de lui, c'est peut-être davantage de son pendant négatif auquel je fais allusion, le greenwashing. Vous savez, hein, quand la com, elle utilise un petit peu facilement l'argument écologique, alors que l'intérêt environnemental du produit ou du service est quasi inexistant. À ce propos, j'en discutais tout à l'heure un petit peu quand on préparait ce webinaire avec mes collègues. Je vous invite à regarder en replay une enquête qui est passée hier soir sur France 5 sur le front du journaliste Hugo Clément. S'intéresse à ce sujet en faisant un spot particulier sur les emballages des gobelets en carton aussi, les emballages carton et les gobelets en carton. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, mais c'était assez édifiant en tout cas. Alors là, c'était une petite digression. On retourne à nos moutons. Ce qu'il faut savoir, c'est que la com environnementale, c'est quelque chose de normé. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Il faut pouvoir justifier chaque allégation selon des critères établis et c'est ce dont on va parler donc aujourd'hui avec nos intervenants. On ne change pas une équipe qui gagne. Je vais faire rapidement les présentations. Donc, c'est toujours Maxence, le cofondateur de l'agence de design paramétrique, qui sera présent avec nous aujourd'hui, et Angèle Guiton, qui est facilitatrice en transition écologique et sociale des entreprises, sous le nom de son entreprise fraîchement créée, La Grande Ourse, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ce seront vous deux autres pendant 45 minutes de voyage en com environnemental. Alors, avant de leur donner la parole, je rappelle peut-être quelques règles essentielles pour le bon déroulé de ce webinaire. Vous pouvez bien évidemment vous manifester dans le chat qui se trouve en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des suggestions aussi pour enrichir le débat. Soit on répond en direct, soit je les note sur un petit bout de papier dans un coin et on reviendra dessus en fait à l'issue de la présentation en prenant soin évidemment de répondre à toutes les questions. Ceci étant dit, je propose de commencer, si vous êtes d'accord. Je propose de donner la parole d'abord à Angèle. Est-ce que tu peux, pour commencer, peut-être en guise d'intro, revenir un peu sur peut-être des définitions autour de la communication environnementale et puis surtout de présenter les types, les outils de cette com particulière et puis après on ira davantage dans un exemple concret avec Maxence. Donc Angèle, c'est à toi. Très bien. Je vais simplement passer les slides, si c'est possible. Ouais. Et encore. Je pense que je vais aller directement dans le vif du sujet. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on entend par communication environnementale ? Avant de bien définir ce sujet et de l'explorer avec l'ISO qui est lié, je voulais revenir quand même sur l'éco-conception. Ce qu'on entend bien par éco-conception, parce que vous n'avez peut-être pas participé tous et toutes au dernier webinaire. Donc, est-ce que c'est possible de passer la slide ici ? Ils ont tous participé, évidemment. Alors, l'éco-conception, c'est quoi ? Faut savoir que c'est une approche qui est plutôt liée à un produit ou service. On oppose ça à une approche entreprise. L'éco-conception, elle vise vraiment à faire un focus sur un produit ou un service, pire un projet. On est sur une approche multi-composant et multiniveau, c'est-à-dire que si on prend par exemple une pompe à chaleur, on ne va pas prendre juste le module seul, on va prendre aussi le ballon, son usage, l'eau, et on prend bien tous les éléments qui sont clés pour réaliser l'activité. En l'occurrence, chauffer de l'eau et de chauffage et de chaude sanitaire. Ensuite, on est en approche cycle de vie. Ça veut dire qu'on vient de l'extraction de matières premières. Donc là, vous le voyez avec en haut à gauche une image d'un artiste qui indique le tonnage de cuivre extrait de la carrière nommée, donc ici au Chili. Donc, on vient de l'extraction matières premières, donc avec toutes les matières indiquées, toutes les énergies aussi nécessaires, comment vont se passer les différentes étapes, dont la production, l'assemblage, les transports, amont, aval, la distribution client, l'installation, la mise en service, les deuxièmes vies, les troisièmes vies, avant d'arriver sur une fin de vie. Et tout ça dans un esprit multicritère. Vous avez peut-être en tête ce qu'on peut appeler autrement un bilan carbone qui, lui, va être sur une approche entreprise.
va être focus sur un seul critère qui est le changement climatique. Nous, en éco-conception, on va être vraiment sur des analyses de cycle de vie et qui sont donc multi-critères. Tout ça en maîtrisant les transferts d'impact, donc entre les différents critères, entre les différentes étapes du cycle de vie. Et on va être toujours focus sur un usage et non vraiment finalement le produit. Si je reprends la pompe à chaleur pour rester dans cet exercice-là, on va dire chauffer de l'eau à tant de degrés pendant tant d'années. Là, en effet, c'est un bien qui est durable, donc au moins une quinzaine d'années. Voilà les points clés, on va dire, dans une éco-conception pour introduire le sujet. Et dans une démarche d'éco-conception, justement, dans toutes les étapes, la dernière étape étant de communiquer. Je veux bien qu'on passe la slide. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on entend par communication environnementale ? Déjà, une première forme de définition, c'est que c'est une étape clé de la démarche d'éco-conception. On le voit à gauche sur le schéma du pôle éco-conception, qui d'ailleurs a toute une page sur la communication environnementale que je vous invite à aller visiter. On voit que c'est la dernière étape, l'étape F, mise sur le marché et communication produit. Pourquoi c'est important de communiquer ? Parce que l'objectif d'un produit éco-conçu, c'est d'être utile, c'est d'être vendu pour qu'il remplace un autre usage. Et donc, on invite vraiment les entreprises qui éco-conçoivent à se démarquer de la concurrence, à communiquer. Mais pour ça, il y a des règles, puisqu'on va éviter le greenwashing. Donc, le greenwashing, c'est un terme qui a apparu dans les années 90, qui a été créé par des ONG et qu'on traduit en français d'éco-blanchiment ou de verdissage. C'est quoi ? C'est quand on met en place toute une communication trompeuse, assimilée en fait à la publicité mensongère. On voit deux exemples. Alors, le premier, en haut à droite, c'est un aéroport au terminal sur des îles Galapagos. Là, on dit carbone neutral, donc on voit ce neutre en carbone qui est très complexe. Ça fait partie notamment des allégations environnementales. On voit bien qu'un aéroport ne peut pas être neutre en carbone. Pourquoi ? Puisque si on prend en compte tous ces périmètres, dont la mobilité, dont notamment le fuel pour faire voler ces avions, on voit bien que, par exemple, planter un arbre ou compenser, même au niveau carbone, on ne compensera jamais autant que l'activité des avions, qui est à peu près de 5%. Si on prend, par exemple, le bilan carbone, l'empreinte territoriale française. Donc, il y a des problèmes qui sont souvent identifiables liés au greenwashing. Déjà, quand on parle de neutralité carbone ou zéro carbone, il faut savoir que c'est interdit maintenant de dire zéro carbone. On a une certaine opacité en fait dans la méthode de calcul sur les chiffres utilisés. On a notamment souvent pas de chiffres indiqués, donc on voit que qu'il n'y a pas de fond, que c'est très peu vérifiable, et que le périmètre pris en compte, donc si vous avez une connaissance de ce qu'est un bilan carbone, on a l'appellation scope 1, 2, 3. Le 3 étant lié à tout ce qui est indirect. Donc, si je reviens à la définition des conceptions, ça veut dire qu'on n'a pas pris en compte tout ce qui nous permet de réaliser cette activité. Et c'est souvent là qu'on a des problématiques au niveau greenwashing. Et les autres problématiques, ça va être lié à la compensation carbone. Alors d'ailleurs, il y a deux autres noms qui ont été inventés, détournés de greenwashing. Il y a le tree washing, donc comme arbre, pour tous ceux qui font de la compensation pour chaque achat, je plante un arbre. Et il y a tout ce qui est lié au bee washing, donc tous ceux, par exemple, dans les politiques RSE qui mettent des ruches sur leur toit. Alors, je ne suis pas contre mettre des ruches sur les toits. Mais il faut savoir qu'en termes de biodiversité, par exemple, les abeilles qui font du miel vont venir prendre peut-être un peu trop de place dans la biodiversité et venir par rapport aux abeilles sauvages. Et puis surtout, mettre une ruche en termes de compensation, on n'est plus du tout sur les mêmes effets par rapport à l'activité même de l'entreprise. Donc, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur ce qu'est le greenwashing. Il y a un deuxième exemple avec Butagaz, où là, on comprend ce qu'on peut appeler par la publicité mensongère. Vous voyez qu'il y a un visuel avec un petit garçon, un ourson bleu. Il y a les mains qui protègent le globe terrestre, où il y a une jeune pousse qui sort en plus de ce globe. On est vraiment sur quelque chose de très vertueux. On avait une image qui est très positive. Et en fait, on parle de gaz et électricité, quoi. Donc, c'est comment on vient contrebalancer la réalité. Et là, par exemple, c'est une plainte qui a été jugée fondée
par le JDP, le jury de déontologie publicitaire. Donc, on voit bien qu'il y a des normes, il y a des lois et il y a même des instances qui viennent justement vérifier ces éléments-là. Et tout le monde peut amener une plainte justement au jury de déontologie publicitaire. On va voir qu'il y a aussi des bons exemples. C'est la slide suivante. Avec, par exemple... Oui, pardon. Je peux te poser une question, du coup, pour essayer d'enrichir le débat, parce que concrètement, qu'est-ce que l'on risque d'un point de vue légal si on a un message trompeur comme celui-ci de but à gaz, où tu parlais tout à l'heure des avions? Alors, je pense qu'il y a des sanctions financières, mais je n'ai pas tous les éléments. Et puis, on doit surtout aussi retirer toutes les campagnes. Donc, c'est quand même important. Ça peut être important pour une entreprise. Et d'ailleurs, je vous mettrai des liens sur Bonpote, qui est un média indépendant et qui a une grande activité justement pour combattre le greenwashing. Ils font tous les ans leur tremplin du greenwashing, le calendrier avant Noël. Ils déposent aussi pas mal de plaintes. Donc, ils ont aussi des articles assez fournis sur ces thématiques-là qui vous permettront de mieux comprendre ce qu'est le greenwashing. J'arrive à 2 exemples qui sont aussi des bons exemples, parce que c'est intéressant de se dire, OK, maintenant que je comprends ce qu'est le greenwashing, c'est intéressant de me dire comment je peux faire mieux, comment je peux être juste dans ma publicité, dans ma communication. On a à gauche 1083, que vous connaissez peut-être, qui est dans la région de Saint-Étienne, qui fait du jean durable et même de seconde vie. Donc là, on voit son site internet, tout simplement, avec 2 éléments du site. On voit les points clés où c'est produit. On a tout le détail et une transparence exemplaire sur, par exemple, la filière du jean. Donc, on voit ici qu'on est dans une communication plutôt vérifiable, non trompeuse. C'est des éléments que je vais revenir dessus justement après. Et je vais justement décortiquer finalement ces 2 publicités et vous montrer en quoi c'est des bonnes publicités. À droite, on a la Camif avec pareil les 3 essentiels, leurs valeurs, leurs points clés. Et à nouveau, pour chaque élément vendu sur le site, on peut savoir où il est fait, avec quels matériaux. Et on a vraiment tout le détail en fait des matériaux. Donc là, après, on sait que chaque entreprise ne peut peut-être pas arriver à ce niveau de transparence, d'exemplarité, de côté vérifiable. Mais on voit en tout cas 2 publicités qui sont plutôt exemplaires et où on a un niveau d'information vraiment important. Je vais aller sur l'ISO. Alors, c'est quoi cette ISO? Je veux bien qu'on passe la slide. Donc, il y a un ISO qui existe depuis de nombreuses années déjà. C'est l'ISO 14020, qui est marquage et déclaration environnementale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle? En fait, cet ISO, il va venir indiquer comment on peut communiquer. Donc, c'est vraiment l'ISO qui est lié à la communication environnementale. Je vais passer le premier, autodéclaration, qui est le plus important, sur lequel on va passer un petit peu plus de temps. Et puis, je vais passer assez rapidement sur les 3 autres, labels environnementaux, éco-profit et affichage environnementaux, qui sont liés à des marchés. Et je vais vous expliquer c'est quoi les différentes étapes. Je veux bien qu'on passe à la première. Donc, pour tout ce qui est labels environnementaux, on vient communiquer avec un label qui a été créé. On a l'exemple ici de l'écolabel, par exemple pour des produits cosmétiques, nettoyants, hygiène. Il y a en effet un référentiel qui a été créé, qui est multi-critères, multi-étapes, avec des seuils à respecter. Et on voit à droite, en fait, les différentes étapes du cycle de vie en abscisse et en ordonnée, différents critères. Et on vient justement indiquer des éléments clés à correspondre pour le produit en question. Donc là, souvent, quand on connaît bien son marché, on connaît les labels qui sont présents dans son marché. L'écolabel en est un assez important. Et on vient s'intéresser au label pour pouvoir correspondre et l'apposer sur son produit. Je vais passer au deuxième. Les éco-profits. Les éco-profits, en fait, on vient afficher un bilan environnemental qui est dit simplifié et on va permettre la comparaison avec des produits de la même catégorie. Le marché où c'est le plus représentatif, notamment en France, c'est sur le marché du bâtiment, où depuis la réglementation énergétique 2020, on a en fait imposé aux entreprises qui fabriquent des produits qui entrent dans les bâtiments de produire des FDES ou des fiches PEP. Donc, c'est les 2 éléments qu'on voit à gauche
Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est une ACV, donc une analyse de cycle de vie, qui est normée, sur lequel, par exemple, on a défini, si je reprends le cas de la pompe à chaleur qui, par exemple, doit faire des fiches PEP, on a défini son usage fonctionnel et sa durée de vie. Donc, c'est très précis quand même et ça permet de faire le calcul de ce qui doit être pris en compte, comment on réalise l'analyse cycle de vie pour une pompe à chaleur et de pouvoir comparer en fait les différents résultats entre différentes pompes à chaleur. Donc là, on voit que c'est à nouveau multi-critères, multi-étapes. Bien entendu, on est toujours dans le cercle de l'éco-conception, donc ça revient toujours à ce que j'ai dit en premier lieu. Et on a des ACV qui sont quand même assez expertes, assez longues à mettre en place, assez coûteuses aussi, mais qui permettent de pouvoir revenir à cette norme qui est très importante dans le bâtiment, la réglementation énergétique, et d'en prendre part et d'être un produit accepté aussi par le marché. J'espère que c'est assez clair. On peut passer à la troisième, qui est l'affichage environnemental. Là, je vous ai mis plusieurs exemples. Donc là, en gros, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient afficher les impacts sous forme d'étiquettes environnementales. C'est un peu plus convivial. Il y a une notion de vulgarisation aussi qui est déjà donnée au client pour faire son choix. Pour réaliser ces étiquettes-là, on utilise un logiciel d'ACV qui est souvent paramétré avec des méthodes. Il y a des règles de vérification aussi par des tiers. Et on voit donc 3 exemples avec, dans l'hôtellerie, une grille de labellisation et on retrouve l'étiquette de A à E. Chez Decathlon, où on le retrouve presque sur tous leurs produits. Vous pouvez aller voir sur le site internet comme au magasin. Et on a à chaque fois une note qui est indiquée par rapport au monde du textile, donc par rapport au monde du produit en tant que tel. Ou bien encore chez Leroy Merlin, où ils ont travaillé vraiment à un affichage environnemental qui les repropre sur toutes les sections de leur magasin. Donc, c'est ce qu'ils ont appelé le Home Index. Et ça permet en fait de clarifier, d'amener un choix qui est, comme vous le voyez, multi-critères la plupart du temps, multi-étapes aussi. Ça, c'est vraiment important. Donc, on reste bien au fait par rapport à ce qu'est l'éco-conception. On est totalement dans le lien entre l'éco-conception et la communication environnementale. Et ça amène à vulgariser justement des concepts et de faire un choix conscient. Et enfin, le 4e type, c'est l'autodéclaration. Donc, c'est le cas le plus commun. Je veux bien qu'on passe la slide, s'il vous plaît. Et pourtant, c'est le plus complexe à mettre en œuvre. Donc, vous, entreprise, vous allez certainement être amené à autodéclarer, puisque, par exemple, vous n'avez pas forcément de label prédominant sur votre marché, vous n'êtes pas forcément sur le marché du bâtiment ou avec des cas d'éco-profil. Vous n'avez pas forcément envie de mettre en place un affichage environnemental qui peut être assez aussi, qui prend du temps, qui nécessite d'avoir pas mal de travail, qui est aussi avec un logiciel d'ACV paramétré. Vous voulez soit poser un logo, un pictogramme, vous voulez créer un slogan, vous voulez indiquer des chiffres qui sont liés à une note de calcul, vous voulez indiquer des rapports de test. Tout ça, c'est sous votre propre responsabilité, la responsabilité de l'autodéclarant. Mais heureusement, on vous aide à le réaliser et on a pour ça 6 conseils qui sont notamment indiqués par la norme, aussi relayés par d'autres instances, type le pôle éco-conception. Donc, vous allez aussi les retrouver sur leur page et je vais les expliciter. Le premier, si on peut passer la slide, c'est que votre communication, elle doit être pertinente. Qu'est-ce qu'on entend par pertinent? C'est quels sont les enjeux environnementaux pour ce type de produit. Par exemple, si on prend une table, tout simplement, elle va avoir des enjeux importants au niveau de l'extraction matière première, production, très peu d'enjeux au niveau de l'usage, puisque quand vous avez une table, vous nettoyez la surface avec de l'eau, une éponge. Vous n'avez pas d'usage qui est lié à ça, type des consommations, des choses comme ça. Et vous pouvez avoir des impacts à la fin de vie selon la typologie de matériaux que vous avez choisi. Si vous communiquez sur, par exemple, l'usage, en indiquant
avec notre table, entretien facilité, table éco-conçue pour faciliter l'entretien. Est-ce vraiment pertinent? Est-ce que vous avez vraiment mis en place des choses et est-ce que ça vient réduire des impacts? Bon, on peut se questionner. Là, ce qui va être important, c'est déjà d'avoir une analyse de cycle de vie, même simplifiée, même un bilan simplifié de vos enjeux, et de dire, mon enjeu principal, c'est sur la matière première, et notamment le bois lié à la déforestation, et notamment le métal lié à l'extraction. Et j'ai mis en place une réduction d'impact en réduisant l'épaisseur, en réduisant les intrants chimiques qui arrivent au moment de l'assemblage et de la production. Donc là, c'est pertinent, on peut communiquer dessus. Voilà un petit peu pour le premier enjeu. Donc pertinent en termes d'enjeux dans le cycle de vie produit, mais aussi pertinent en termes de critères. Si vous parlez par exemple de l'eau et que vous n'avez rien fait en termes d'impact, vous êtes toujours à 100 litres d'eau par table construite et vous dites mon produit est top parce qu'il consomme uniquement 100 litres d'eau en production, alors que vous n'avez rien mis en place, que c'est le chiffre standard du marché, à nouveau, on n'est pas pertinent. Donc, je pense que c'est assez clair. Vous n'hésiterez pas à revenir vers moi avec des questions ou avec des cas concrets pour qu'on puisse les utiliser. Le deuxième conseil, c'est exact. Est-ce qu'on est sûr de ces informations qu'on s'apprête à communiquer? Comment on les a obtenues? Avec quelle fiabilité? Donc là-dessus, on vous conseille de pouvoir faire appel à un tiers pour pouvoir valider en fait en quelque sorte votre ACV, vos moyens de preuve, et de bien choisir les unités de mesure, les critères, comment vous allez réaliser votre analyse de cycle de vie, donc aussi bien au niveau de la durée, de la fonction qui a été choisie, tous les paramètres. On va aussi venir vérifier que l'ordre de grandeur de la prétention, elle est réaliste, mentionner la fiabilité, donc et indiquer le chiffre exact et la confidentialité. Donc, on vient vraiment être sûr et s'appuyer aussi sur des notes de calcul. Le troisième conseil, c'est vérifiable. Donc, il est très lié au précédent, exact, mais c'est une fois qu'on a indiqué, qu'on a mesuré, qu'on est sûr de nous, qu'on sait sur quoi communiquer, comment on permet aux consommateurs d'aller vérifier la donnée, avec quelle méthode de calcul ça a été réalisé, est-ce que c'est certifié par une personne précise, dans ce cas-là par qui, et on vous invite vraiment à le certifier justement par une personne externe. Donc là, on vous invite à choisir le mode de preuve et le mettre en avant, si ça vient des résultats d'une analyse de cycle de vie, d'une note de calcul, un protocole de test, etc. Indiquer si c'est reproductible ou non en termes de preuves et certifier la preuve. Donc là, on vient vraiment annoter les éléments. On a un exemple à gauche, là, avec un produit du vide pour Michelin, où c'est très bien fait, il y a tous les éléments justement d'indiquer. Forcément en petite ligne, parce que ça vient être précis, mais le consommateur très averti qui veut aller vérifier peut le faire et sait comment avoir toutes les informations. Le quatrième conseil, c'est non trompeur. On revient à cette idée de greenwashing. Souvent, on a des superlatifs type c'est un super produit, bon produit. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Le côté durable et bioplastique, c'est aussi très réglementé. On va indiquer, par exemple, le pourcentage de bioplastique, puisqu'on a rarement 100% de bioplastique. Et on va faire attention à avoir un logo non trompeur. Donc, depuis des années, vous voyez dans les communications, très généralement en transition écologique, des feuilles, du vert en France, du bleu beaucoup en Allemagne, selon les cultures. Et ça, clairement, on vient apposer un logo qui est quand même assez trompeur. Faites attention à votre communication. Est-ce nécessaire d'avoir un logo? Bon. Est-ce que c'est nécessaire d'écrire éco partout? Est-ce que c'est nécessaire d'amener cette feuille? Ou plutôt, comment être le plus pertinent et non trompeur possible par rapport aux consommateurs? Le prochain. Et puis, j'ajoute, il y a aussi ceux qui changent leur logo juste en vert. Ouais, complètement. Est-ce que cette couleur est toujours signe d'éco-responsabilité dans la tête des clients ou est-ce que ça a été un peu trop galvaudé aussi?
Là, on revient sur les allégations les plus utilisées, donc les allégations environnementales, et comment elles sont justement indiquées dans la norme. Donc là-dessus, le mieux, c'est vraiment d'aller un petit peu plus dans les petites lignes, savoir quand est-ce que vous pouvez utiliser les informations. Mais sachez qu'il y a des précisions sur tous les éléments que vous voyez là. Donc, en quoi on peut dire que c'est recyclable, en quoi on peut dire que c'est une durée de vie allongée, et on vient préciser en fait tous ces éléments. Donc, ça permet d'être factuel, de suivre la norme et d'être le plus en adéquation avec les conseils qu'on a vus au préalable. La prochaine slide. Pareil, ça c'est une communication aussi liée à l'ADEME, avec bio, sans, recyclable, durable, économe, dépolluant, reconditionné, naturel. On vient faire attention aux principales allégations qui sont utilisées et comment les rendre le moins trompeur pour le consommateur final. Le pôle éco-conception donne 2 conseils en plus que j'aime beaucoup, donc je les réutilise. Il s'agit de efficace à l'usage. Donc ça, c'est le maître mot, je dirais, de l'éco-conception. Un produit qui est éco-conçu, il doit d'abord être efficace à l'usage et pour tous ses usagers. C'est-à-dire que le meilleur produit qui est éco-conçu, c'est celui qui est utilisé et qui remplace un autre usage. Donc gardez toujours ça bien en tête dans vos conceptions. Pensez pas à tiens, ça serait vraiment chouette d'avoir tel matériau, parce que ce serait hyper vendeur. Mais bien, est-ce que ce matériau, il est efficace à l'usage, il est adapté, il correspond à la durabilité, aux fonctions? Et là, ça sera OK après de communiquer avec. Et puis, une communication, le mieux, c'est qu'elle soit humble. Donc, on sait que chaque transformation d'entreprise, chaque éco-conception, ça peut prendre du temps, on y va pas par pas. Eh bien, soyons honnêtes et humbles aussi avec le consommateur en indiquant le pas réalisé. Donc, on n'est pas peut-être sur des gains énormes, on est sur des gains peut-être déjà de 10-15%, mais c'est déjà hyper important pour une entreprise qui éco-conçoit et qui réfléchit à son produit régulièrement. Et on ne vient pas faire miroiter aussi des bénéfices colossaux, mais bien des choses très concrètes et réelles. Pour moi. Je vais laisser Maxence prendre la main et puis Ouais. faire le On lien. a une question pour toi, je pense. Ah oui, pardon. Ah oui, alors attends, je vais regarder ça. On a quelque chose dans le chat? Non? J'ai rien, moi, qui s'affiche. Tu as quelque chose, toi? Alors, on me demande, donc Famiel Lemoine qui demande, la communication environnementale doit-elle impérativement être associée à une ACV, expert avec validation de tiers personnes de l'étude? Oui, dans les faits, oui, pour la partie autodéclaration aussi. Après, on l'a vu que c'était pas forcément toujours Enfin, c'est des analyses de cycle de vie, mais elles sont normées direct différemment, notamment par exemple pour les éco-profits. On appelle ça une ACV, mais PEP, FDES. On peut avoir une vérification d'un tiers et sur une ACV dite plus simplifiée. On n'est pas obligé d'être toujours avec une ACV experte, voilà, hyper chère, hyper prenante en temps, etc. À partir du moment où on sait que les gains sont fiables et qu'on sait expliquer l'écart, ce qui va être important, c'est bien d'avoir les 2 ACV, l'avant, l'après, que ça soit vérifié. Et après, ça sera vraiment une discussion avec votre experte ou expert de savoir jusqu'où aller dans le niveau d'expertise de l'ACV, dans le détail de la collecte. Il y a quand même un objectif aujourd'hui à proposer des produits sur le marché qui soient éco-responsables, qui soient vertueux et qui correspondent à ces 6 conseils, 6 critères. Donc, je sais très bien qu'en tant qu'entreprise, vous ne pouvez pas faire une ACV experte pour tous vos produits. Donc, c'est comment vous utilisez d'autres typologies d'ACV, type simplifié, avant, après, avec toujours un conseil externe pour construire votre communication environnementale. Et moi, je vais le montrer avec l'exemple que je montre, mais oui, l'ACV, c'est un système qui est assez lourd et surtout pour les petites structures, je pense qu'on peut aussi parler du fait qu'on peut faire des choses qu'on peut vérifier soi-même avec du bon sens. L'ACV vient aussi compléter ça, mais par exemple, si on fait n'importe quoi à une voiture
et qu'elle pèse 1 tonne et qu'on fait la même voiture sans rien changer, mais que la carrosserie pèse 100 kg de moins, bah voilà, on sait que le produit sera moins impactant. Voilà, je fais hyper basique, mais ça, c'est pour dire qu'il n'y a pas besoin de faire une ACV pour savoir qu'on est sur la bonne piste, quoi. C'est clair. Donc là, je parle d'un purificateur d'air, c'est un projet qu'on a en ce moment. Donc, je ne peux pas tout montrer parce que ce n'est pas un projet qui est fini, mais j'ai pensé qu'il était bien pour expliquer ce type de piste simple à explorer. Donc on part avec un prototype existant et que nous, on va analyser. Et le but, c'est de l'améliorer. Alors, il y a différents critères pour l'améliorer. Ça peut être aussi bien, donc, évidemment, la fonction, il y a l'esthétique, il y a les paramètres environnementaux, après, il y aura l'emballage, il y aura la durée de vie, enfin, il y a plein de paramètres. Et après, la communication, donc aussi bien purement marketing et après la communication environnementale qui servira aussi d'argument de vente aussi, parce que voilà, maintenant c'est un argument de vente aussi de dire, de chiffrer et de dire voilà, sur quel fait on a travaillé, pas juste dire c'est mieux pour l'environnement. Donc voilà, quand on analyse le produit, donc il y a des éléments assez simples. Déjà, le produit qui était parti de base avec les ingénieurs, c'était de faire une batterie assez importante. Et c'est un produit qui est utilisé dans les petits espaces pour une durée assez courte, de à peu près 10 à 15 minutes. Et du coup, la batterie, elle pouvait durer pour plusieurs heures d'usage. Donc voilà, parfois, c'est des réflexions de bon sens où on s'est dit, voilà, la batterie, on peut la réduire peut-être de 50% par rapport à l'usage qui n'impactera pas l'utilisateur parce que ce n'est pas un produit qui est voué à être utilisé en continu. Après, il y a pas mal de projets qui sont faits avec des écrans. Et donc, là, dire qu'on part sur un objet qui serait juste allumé, éteint, parce qu'il n'y a pas tellement besoin de naviguer dans des interfaces. Donc voilà, enlever un écran, ça réduit aussi pas mal les impacts. Après, la coque devait être soit cliquée avec des ergots en plastique, donc c'est-à-dire qu'elle était assemblée en force en usine. Et après, c'est relativement compliqué à ouvrir ce type de produit. Ou alors, c'était collé, donc voilà, là, il fallait un pistolet thermique pour l'ouvrir, donc c'est presque impossible. Et donc là, c'est de dire, on va remettre des vis, ce qui fait qu'en cas de problème, ou même changer la batterie ou intervenir dessus, c'est beaucoup plus facile. Donc là, c'est un cas où on ajoute. Éviter tout ce qui est les surmoulages et les peintures sur les objets parce que ça rend la valorisation en fin de vie assez compliquée pour tout ce qui est recyclage ou même tri, parce que quand par exemple c'est surmoulé, les deux parties sont fusionnées entre elles, entre guillemets. Et la cinquième, c'est de réduire les fonctions. Donc ça, c'est une des manières de l'éco-conception. Alors je sais que le plus basique, c'est dire est-ce que l'objet doit exister? Alors ça, c'est pas forcément... c'est un peu abrupt comme approche avec un client si on nous demande d'intervenir sur un projet qu'on dit qu'il ne doit pas exister. Donc voilà, il faut un peu discuter de ça. Mais en tout cas, voir s'il y a besoin de beaucoup de fonctions parce que surtout avec la tendance smartphone, on aime bien que les objets soient multifonctions en un, mais multifonction, ça veut aussi dire que la moindre fonction qui ne fonctionne plus, l'objet est devenu inutile. Donc voilà, la batterie, comme je disais, on table sur moins 50%, mais ça peut aussi être moins 60%. C'est pas encore précisé, mais on sera minimum sur moins 50%. Donc voilà, ça fait un objet voilà, il y a moins de lithium, il est plus léger aussi. Donc voilà, là, les impacts, ils sont très clairs. Pas besoin de faire une ACV pour savoir qu'on réduit les impacts. Pas d'écran, là c'est pareil. Donc, questionner la présence de détails sur un objet. Donc un assemblage démontable facilement. Donc dès qu'on n'utilise pas de colle et qu'on a recours aux vis, alors après il faut trouver des manières de faire un assemblage de telle sorte que les vis on ne les voit pas, mais bon après ça là on rentre plus dans le design
où nous, on va utiliser des rainures pour la ventilation de ce purificateur, où on pourra mettre des vis sans qu'on les voit, mais qui sont quand même accessibles. Et voilà, je disais éviter les peintures et les mélanges de matériaux, les surmoulages. Donc voilà, j'ai mis une équation mathématique insoluble pour dire que voilà, après, en termes de fin de vie, c'est un vrai sujet parce que l'objet peut facilement finir en enfouissement alors qu'il aurait pu être simplement broyé et recyclé pour faire du nouveau plastique. Et réduire les fonctions, aller à l'essentiel. Donc voilà, là, on part sur un projet où il y aura un bouton on-off et il n'y aurait pas d'autre interface parce qu'à l'origine, le projet devait être fait avec un écran. L'utilisateur pouvait pouvoir changer la couleur de LED du produit. Il pouvait aussi pouvoir changer l'intensité, mais par rapport au cas de figure qu'on a analysé, les utilisateurs ne se posent pas ce genre de questions, c'est plutôt ils l'allument et il y a un timer automatique, et ce qui fait qu'il n'y a pas non plus besoin d'autres boutons d'interface pour changer le timer. Donc voilà, c'est à la fois rendre l'objet plus simple à utiliser pour l'utilisateur et en même temps réduire les fonctions. Et ça, après, pour l'entreprise, du coup, on réduit les coûts en même temps. Donc ça, c'est un bénéfice pour l'entreprise. Et donc voilà, c'est pour dire que il y a à la fois des ajouts comme les vis, et il y a à la fois des réductions comme les fonctions. Donc voilà, il y a plusieurs paramètres. Et je parlais de ce projet parce que voilà, c'est relativement basique. On n'est pas sur des problématiques plus poussées qu'on va arriver. Mais par exemple, si je disais, on fait ce purificateur d'air, on pourrait le faire en carton recyclé ou en coque en plastique. Et là, pour le coup, là, il faudra aller sur une ACV avec des études précises. Et là, c'est pas je pense que du carton craft c'est mieux ou du plastique recyclé. Non, là on passe par l'ACV et c'est pas, y a pas de, on n'est plus sur le bon sens là. Voilà. C'est parce qu'on parle beaucoup de le gobelet en plastique par rapport au gobelet en carton et on est sur ce type de problématique. Et là, il faut faire une ACV assez, pas forcément hyper compliquée, mais en tout cas, il faut passer par là, quoi. Donc voilà par rapport à. Et du coup, tous ces termes du coup, pourront être après utilisés par le client pour qui on fait ça, qui pourra dire notre projet il est moins impactant, mais après le fait de réduire les fonctions, il pourra aussi communiquer sur le fait que c'est simple à utiliser. Donc, c'est pas forcément que sur l'environnement qu'il pourra en faire après un argument. Voilà, faire de l'éco-conception, ça peut permettre une communication pas que sur l'aspect environnemental, on va dire. Il peut aussi mettre en avant l'aspect fonctionnel pour l'usager. Voilà. Oui, d'accord. Donc, on est sur la fin, c'est OK pour toi. toi. Ouais. Oui, je fais assez bref. Non, très bien. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. En attendant, peut-être, si tout le monde est d'accord, on résume, mais vraiment très rapidement, ce qui a été dit, notamment par Angèle, au sujet de la communication environnementale. Vous me dites si je dis des bêtises, les uns et les autres. Mais en gros, on s'est dit que c'était effectivement la dernière étape d'une démarche d'éco-conception. Elle intervient juste après la mise sur le marché, ou en tout cas en parallèle. Donc, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi, sous peine de verser dans le greenwashing, comme tu l'as bien expliqué, et de desservir l'image de marque. Ce qu'on peut dire des informations d'une communication environnementale, c'est qu'elles doivent être avant tout vérifiables, non trompeuses. On attend des entreprises de la transparence et de l'exemplarité. Ce sont deux mots qui sont revenus assez souvent dans le discours, donc je pense que c'est important de le redire encore là. C'est une démarche normée, ISO. Parmi les outils de la com environnementale, on a parlé des labels environnementaux. Je fais le résumé, d'éco-profil. Je ne vais pas dans les détails, mais c'est juste pour remettre toute la matière dans un seul sens, d'affichage environnemental et puis aussi d'autodéclaration. Et pour finir, les quelques conseils, Angèle, que tu nous as distillés pour respecter l'ISO, je trouvais ça intéressant. Donc, on l'a dit, mais on le redit, être pertinent, être exact, vérifiable et non trompeur dans ses allégations. Tu as dit une chose intéressante, c'était peut-être pas de toi la phrase, mais en tout cas je l'ai retenue. Un produit éco-conçu, c'est celui qui est utilisé et qui remplace un autre usage, donc focus sur l'efficacité à l'usage pour tous les usagers. Et puis tout simplement aussi
être humble, honnête avec le consommateur. C'est quelque chose d'assez important, je pense aussi, quand on parle de communication environnementale. Est-ce qu'on a fait le tour les uns et les autres du sujet à votre avis? Je ne sais pas si c'est sur la communication, mais un aspect à souligner aussi, c'est que c'est une approche de compromis. Parce qu'après, il y a toujours des gens qui pourraient dire votre projet, il n'est pas parfait, il y a ceci et cela. Et voilà, c'est pour dire que c'est pour trouver la meilleure solution, mais que voilà, il y a toujours des compromis. Donc voilà, parce que si on tend vers la perfection, on peut baisser les bras et se dire c'est insolvable. Voilà. Ouais, c'est une démarche en continu, effectivement. Ok. Angèle, un dernier mot pour finir? Non, merci pour l'animation et puis le fait d'avoir bien récapitulé tous les éléments. Peut-être rebondir sur les derniers éléments de Maxence. Ça me fait penser aux indicateurs d'éco-conception. Donc pour moi, en effet, c'est vraiment un outil qui peut être très lié à vos communications environnementales. Au lieu de parler de gaz à effet de serre, d'eutrophisation des sols, qui sont des critères d'éco-conception, mais qui sont très peu palpables, très complexes à mettre en œuvre, n'hésitez pas en effet à utiliser les indicateurs d'éco-conception, donc par exemple la masse du produit, la consommation en kilowattheure, des choses que tout le monde connaît et qui sont totalement liées à votre produit. Et là, en effet, pas besoin de passer par une ACV parce qu'on est sur un avant-après, on est sur le même plastique, la même masse, et on est sur quelque chose de beaucoup plus concret aussi pour l'acheteur final. Donc, c'est aussi une façon de revenir sur ces éléments pour moi qui sont clés et qui sont vraiment percutants. Ok, bon, bah, on arrive au terme de nos 45 minutes qu'on s'était allouées. La dernière slide que vous voyez, évidemment, ce sont les coordonnées de Maxence et d'Angèle. Donc, ne pas hésiter si vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet ou sur un autre sujet attenant, ils sont à votre disposition. C'est le but aussi de ce webinaire, de pouvoir faire des rencontres et des mises en relation autour de ces sujets-là. On remercie Fabienne pour sa question. Et merci à toutes et tous qui étaient présents avec nous pour ce troisième webinaire. Et puis, on se tient au courant pour le prochain, vraisemblablement d'ici la fin de l'année, peut-être novembre. C'était une date qu'on avait évoquée, mais on vous tiendra informé, évidemment, du sujet qui sera retenu. Voilà. Et bien, sur ce, je laisse la parole à la personne qui mettra le mot pause sur le webinaire et c'est terminé de mon côté. Voilà. Merci à tous et à toutes. Merci. Merci. Ouais, au revoir. Au revoir.